Je ne suis pas revenue pour le gâteau ou le champagne. Je suis revenue parce que ma mère l'a enfin dit à voix haute, juste devant tous ceux qui comptaient l'un pour elle. Que vient faire un simple soldat comme toi ici? Des rires polis se sont dispersés dans la pièce. Mon père a fixé son verre comme s'il pouvait s'y cacher. Le sourire de ma sœur s'est figé sous son voile. Et le marié, son marié, a blêmi si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il n'a pas regardé ma mère. Il m'a regardé comme s'il venait de réaliser que son avenir se tenait dans l'allée, dans un uniforme qu'il n'avait pas le droit de mal interpréter. Puis il a crié « Taisez-vous, c'est… » Mais vous ne pouvez pas comprendre ce moment sans d'abord comprendre ce qu'ils m'ont pris. J'avais 18 ans quand mes parents m'ont enseigné leur leçon préférée. L'indépendance n'était réservée qu'à l'enfant pour lequel ils ne voulaient pas payer. C'est arrivé à la table de notre cuisine, dans une maison à palier qui sentait toujours le nettoyant au citron. J'ai étalé ma lettre d'admission, le dossier d'aide financière, la facture des frais de scolarité. C'était soigné. J'étais pleine d'espoir et terrifiée. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit « J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas payer ce semestre. » Ma mère n'a même pas jeté un coup d'œil au papier. Elle a continué à éplucher une clémentine, comme si nous parlions des courses. « Tu te débrouilleras, » a-t-elle dit. C'est ça, être adulte. Mon père était assis au bout de la table, son ordinateur portable ouvert, faisant ce qu'il faisait de mieux. Faire semblant d'être occupé pour ne pas avoir à choisir. Je l'ai regardé. « Papa !» Il a levé les yeux une fraction de seconde. « Ta mère a raison », a-t-il dit, avant de retourner à son écran. Aucun plan, aucune question, aucun « on va s'arranger ». Juste une phrase nette qui disait clairement que je n'étais pas une fille à soutenir. J'étais un coup dont ils ne voulaient pas. Ils appelaient ça être indépendant, comme si c'était une vertu dont ils me faisaient cadeau. Une semaine plus tard, ma sœur Ellie est rentrée en pleurant parce que sa voiture lui faisait honte. Elle avait 16 ans, elle était plutôt populaire, et elle avait l'habitude d'attirer la compassion sans la demander directement. Elle a parlé du bal de promo, des photos, du fait que tout le monde la verrait. Le vendredi, il y avait une plus belle voiture dans l'allée. Pas luxueuse, juste plus récente, plus sûre. Une bonne affaire, a dit mon père, fier de lui. Ma mère a tendu les clés à Ellie comme s'il s'agissait d'une cérémonie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, lui a dit ma mère. Je me tenais dans l'embrasure de la porte et je regardais l'étreinte, les rires, la gratitude. Personne n'a regardé ma facture d'université posée sur le comptoir comme une chose morte. C'est comme ça que ça marchait chez nous. Il n'avait pas besoin d'annoncer une préférence. Il la montrait avec des factures. Cet été-là, j'ai quand même essayé. Je me suis inscrite. J'ai fait des gardes le week-end à l'épicerie, puis la nuit quand il me le permettait. J'ai mangé la nourriture la moins chère que je pouvais trouver. J'ai fait les calculs si souvent que les chiffres ont commencé à vivre dans ma tête. Au milieu du semestre, mon aide financière a été ajustée à cause d'une erreur administrative. Un de ces petits changements bureaucratiques qui peuvent ruiner une vie quand on ne tient déjà plus qu'à un fil. J'avais besoin de quelques milliers de dollars en 2 semaines. Alors, je suis retournée à cette table de cuisine avec les nouveaux papiers. Ma mère ne m'a pas laissé finir mes explications. « Non », a-t-elle dit, « si nous t'aidons maintenant, tu n'apprendras jamais. » J'ai dit doucement, « Vous payez bien pour Ellie. » Mon père a fini par parler, comme s'il offrait un compromis. « Nous ne pouvons pas payer pour 2 universités. » C'était ironique. J'ai répondu, « Parce que vous n'avez pas payé pour la mienne. » Les yeux de ma mère se sont plissés. « Ne sois pas dramatique, » a-t-elle dit. « Pour Ellie, c'est différent. L'université, c'est important pour elle. » Pour elle, mon avenir n'était pas un investissement, c'était un inconvénient. Cette nuit-là, dans ma chambre d'enfant, j'ai réalisé quelque chose qui a apaisé ma poitrine, d'une manière que le chagrin ne fait jamais. Il ne m'aimait pas de la façon dont j'essayais de le mériter. Il m'aimait le plus quand je n'avais besoin de rien. Au matin, je me suis désinscrite officiellement, discrètement. J'ai signé les formulaires. J'ai regardé mon compte étudiant être gelé.
et j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si je fermais une porte avant qu'une tempête ne la fasse sortir de ses gonds. J'ai mis mes affaires dans 2 bacs en plastique et un sac de sport. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement déménagé. Ma mère m'a regardé charger ma voiture et a dit « Alors, tu abandonnes ?» Je ne me suis même pas complètement tournée vers elle. « Je choisis quelque chose qui ne dépendra pas de vous », ai-je répondu. Mon père est sorti en se frottant le front, comme si ma vie était une migraine. « Tu n'es pas obligé de faire ça ?» a-t-il dit. « Que proposes-tu » ai-je demandé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son silence avait toujours été sa véritable réponse. Je suis partie. Le bureau du recruteur se trouvait dans un centre commercial, entre un salon de manucure et une boutique de réparation de téléphone. À l'intérieur, ça sentait la moquette, l'encre d'imprimante et le café froid. Un drapeau délavé se tenait dans un coin. Les néons donnaient l'air fatigué à tout le monde. Le recruteur était un premier maître nommé Morales. Il ne m'a pas flatté. Il ne m'a pas promis l'aventure. Il m'a demandé « Pourquoi ?» de la même manière qu'on demande à voir votre colonne vertébrale. Je lui ai dit la seule vérité qui comptait. Je veux une vie où les règles ne changent pas en fonction de la personne préférée. Il m'a étudié pendant une longue seconde, puis a fait glisser un formulaire sur le bureau. « Ce n'est pas un sauvetage », a-t-il dit. « C'est du travail. »« Je ne demande pas à être sauvé », ai-je répondu. La paperasse était interminable. Antécédents médicaux, questions sur mon passé, normes physiques, dates, signatures, un système qui se moquait de mes sentiments, ce qui, pour la première fois de ma vie, me donnait un sentiment de sécurité. Quand il a posé des questions sur le soutien familial, j'ai presque ri. Il parlait des gens qui sont là, des gens qui appellent, des gens qui ne vous laissent pas tomber jusqu'au bout. « Ça ira », ai-je dit. Morales n'a pas souri. « Alors il faudra que vous soyez plus coriace que ça. » J'ai commencé l'entraînement le jour même. Pas parce que c'était inspirant, mais parce que c'était nécessaire. J'ai couru jusqu'à m'en brûler les poumons. J'ai fait des séries de pompes pitoyables, puis d'autres encore plus pitoyables. J'ai appris ce que cela signifiait de continuer quand personne ne regardait, quand il n'y avait pas d'applaudissements, quand le seul témoin était mon propre refus d'abandonner. Une semaine plus tard, je suis allée au centre d'examen médical avant l'aube, assise sur une chaise en plastique avec des inconnus qui évitaient le moindre contact visuel, comme le font les gens quand ils ont tous peur de la même chose. Prise de sang, test auditif, tableau d'acuité visuelle, un médecin qui me soulevait les paupières comme si j'étais du matériel. À la fin, j'ai levé la main droite et j'ai répété un serment qui semblait plus vieux que toute ma famille réunie. Ce n'était pas romantique, c'était précis. Et pour la première fois, un engagement ne ressemblait pas à un piège. Quand Morales m'a demandé ce que je voulais faire, je n'ai pas hésité. J'ai dit « Je veux le programme le plus dur que vous ayez. » Pas parce que je cherchais la douleur, mais parce que je cherchais des preuves. Seal. C'était un mot qui signifiait des standards, pas du favoritisme, un statut mérité, pas accordé, un endroit où tout le monde se moquait de savoir qui mes parents aimaient. Ellie a appelé une fois, tard, la voix joyeuse avec de la musique en fond. « Maman a dit que tu avais abandonné la fac », a-t-elle dit. « C'est vrai ?»« C'est vrai », ai-je répondu. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Je l'imaginais le dire à ma mère, et ma mère rire comme si ma douleur n'était qu'une phase. J'imaginais le silence prudent de mon père. Je les imaginais transformer mon plan en une blague avant même qu'il n'ait la chance de devenir quoi que ce soit. Alors, j'ai dit « Je vais m'en sortir » et j'ai raccroché. C'était la première fois que je choisissais le silence comme stratégie. Parce que j'avais appris quelque chose dans cette cuisine. Si vous confiez votre vérité à certaines personnes trop tôt, elles ne la protègent pas. Elles la testent. Elles la provoquent. Elles la brisent pour prouver qu'elles avaient raison à votre sujet. Je n'allais plus leur donner ça. 9 ans plus tard, dans une salle de réception remplie de lustres et de fausses chaleurs humaines, ils me traiteraient de simple soldat.
et il n'aurait aucune idée qu'il parlait à la personne qui pouvait changer la vie du marié avec une seule signature. Mais à l'époque, dans ce centre commercial, tout ce que j'avais, c'était un stylo, une pile de formulaires et une décision calme prise sans eux. J'ai signé de mon nom, malgré tout. La douleur n'est pas partie quand je suis partie. Elle a juste changé de travail. Au camp d'entraînement, tout le monde se moquait de savoir pourquoi j'étais là. Ils voulaient savoir si j'étais à l'heure, si mon lit était bien fait au carré, si mes bottes étaient propres, si ma voix était assurée quand je répondais. Les règles étaient brutales. Les attentes étaient claires. C'était l'opposé de mon enfance. Cet hiver-là, j'ai appris comment l'épuisement vous dépouille jusqu'à ce qui est réel. Il y a un moment où vos muscles tremblent, où vos pensées se brouillent, et la seule chose qui vous fait avancer est quelque chose de plus silencieux que la motivation. Ni fierté, ni colère, juste le refus. Les gens imaginent la transformation comme un montage cinématographique. Ça ne l'est pas. C'est de la répétition. Ce sont des matins froids et des efforts anonymes. C'est être moyen jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. La sélection pour devenir SEAL se moquait de mon histoire familiale. Elle se souciait des chiffres, de l'endurance, du sang-froid sous la pression. L'eau était sa propre langue. La fatigue était constante. Le doute était partout, surtout à l'intérieur. Les instructeurs étaient des professionnels de l'indifférence. Si vous cherchiez de la compassion, vous aviez rejoint le mauvais univers. « Pourquoi êtes-vous ici ?» a demandé l'un d'eux pendant une semaine d'épreuves brutales où le sommeil était rationné comme un luxe. Personne n'a répondu à voix haute. Nous étions trop occupés à essayer de ne pas nous effondrer. Mais j'avais une réponse, parce que j'avais besoin d'un monde où l'équité n'était pas qu'un slogan. Parce que j'avais besoin de savoir que l'effort comptait vraiment. Parce que j'avais besoin d'appartenir à un endroit qui ne mesurait pas ma valeur au sourire de ma sœur. Je ne l'ai jamais dit. On ne raconte pas sa douleur là-bas. On la porte comme un poids supplémentaire en espérant qu'elle ne nous noie pas. Les années ont passé, les contours ont changé. L'entraînement est devenu des opérations. Le chaos est devenu une responsabilité. Le corps s'est endurci en premier. L'esprit a suivi plus lentement, plus prudemment. J'ai appris que la compétence est plus silencieuse que la confiance, que la peur ne disparaît pas. On arrête simplement de négocier avec elle. Et quelque part en cours de route, je me suis forgé une réputation. Je n'ai jamais cherché à l'être, mais j'étais devenue, contrôlée, précise, illisible sous la pression. Un visage de pierre, a plaisanté un coéquipier. Ce n'était pas de la pierre, c'était de la discipline. Le silence, j'ai découvert, déstabilise les gens bien plus que la défiance. Mes parents ont refait surface dans ma vie comme ils l'avaient toujours fait, uniquement quand ils avaient besoin de quelque chose. Le premier appel est arrivé 3 ans après mon départ. La voix de ma mère était mielleuse, comme si nous nous étions parlé la veille. « Nous sommes si fiers de toi », a-t-elle dit. J'ai attendu. Une pause. Puis, les frais de scolarité d'Ellie ont augmenté de façon inattendue. Et voilà, pas de « comment vas-tu », pas de « tu nous manques », juste le pivot familier vers Ellie. « Je ne peux pas vous aider », ai-je dit calmement. « Oh, ne sois pas comme ça », a-t-elle répondu. « Nous sommes une famille. » Une famille ? Le mot semblait presque fictif. Mon père a pris le téléphone. Son ton était prudent, diplomate, épuisé. « Tout ce que tu peux faire signifierait beaucoup. »« Pour qui ?» me suis-je demandé. « Je pars bientôt en déploiement. » ai-je menti. Un autre silence. Puis, il a soupiré. « Prends soin de toi. » Traduction, fin de la conversation. J'ai fixé l'écran éteint pendant un long moment, sans rien ressentir de dramatique. Pas de rage, pas de larmes, juste une confirmation. La distance avait changé ma vie. Elle ne les avait pas changées. Vers ma 6e année, ma carrière a de nouveau pris un tournant. L'excellence opérationnelle ouvre des portes, mais pas celles que les gens idéalisent. Le véritable pouvoir se trouve derrière des bureaux, au sein de comités d'examen, dans des chaînes administratives que la plupart des civils ne remarquent jamais.
J'ai été sélectionnée pour une affectation à l'état-major liée à l'évaluation du personnel et aux habilitations de sécurité. Un travail qui semblait ennuyeux pour les étrangers, mais qui était d'une précision chirurgicale pour ceux qui en comprenaient la portée. Habilitation, évaluation d'aptitude, décisions ayant un impact sur les carrières, pas de théâtralité, pas de vendetta, juste de la documentation, des preuves, des standards. Une seule recommandation pouvait accélérer la trajectoire de quelqu'un ou la geler indéfiniment. Ce n'était pas une autorité dont on se vantait. C'était une autorité que l'on manipulait comme des balles réelles. Mon commandant, le capitaine Harris, était un homme qui s'exprimait en phrases qui ne gaspillaient rien. Ce poste, m'a-t-il dit le premier jour, est une question de jugement, pas d'émotion. Oui, monsieur. Vous verrez des choses que les gens préféreraient que vous ne voyiez pas. Je comprends. Il a étudié mon dossier, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vos états de service suggèrent que c'est le cas. Ellie est rentrée dans mon orbite via les réseaux sociaux. Une photo identifiée, un visage souriant que je reconnaissais à peine. Bague de fiançailles, coucher de soleil sur la plage, légende pleine de points d'exclamation. J'ai failli faire défiler la page. Puis j'ai vu son nom, Daniel Whittaker. Quelque chose s'est contracté. Pas émotionnellement, mais professionnellement, car je connaissais ce nom. Pas personnellement, officiellement. Le dossier de Whittaker était passé sur mon bureau 2 mois plus tôt. Pas comme un problème, mais comme une évaluation en attente. C'était un candidat officier prometteur, affecté à une mission sensible nécessitant une habilitation de haut niveau, d'excellentes évaluations de performance et un casier vierge. Ou presque, à l'exception d'une anomalie financière non résolue signalée lors d'un contrôle de routine. Rien de criminel, rien de dramatique. Mais dans mon monde, presque vierge, est une catégorie qui exige un examen minutieux. J'ai ressorti le dossier. Le même Daniel Whittaker, la même date de naissance, le même homme sur le point d'épouser ma sœur. Pendant une longue minute, je suis restée assise là. La vie a une façon de mettre en scène des coïncidences qui ressemblent à des accusations. L'invitation au mariage est arrivée 1 semaine plus tard. Un papier cartonné épais, des lettres dorées. Le nom de mes parents imprimé fièrement en bas, comme les sponsors d'un récit qu'ils avaient entretenu pendant des années. Je n'avais pas parlé à Ellie depuis près d'1 décennie. Je n'avais pas mis les pieds dans cette ville depuis le jour de mon départ. Je n'avais pas prévu d'y retourner. Mais maintenant, la situation n'était plus personnelle. Elle était structurelle. Parce que je faisais partie de la chaîne d'examen liée à l'habilitation de Daniel Whittaker. Parce que l'éthique professionnelle exigeait la neutralité. Parce que la neutralité ne signifie pas l'absence. Elle signifie la présence sans la corruption. J'ai répondu à l'invitation. Oui, le lieu était exactement ce que ma mère choisirait. De bon goût, cher, légèrement désespéré d'impressionner. Lustres en cristal, jazz doux, invités souriants exécutant le bonheur comme une chorégraphie. Je suis arrivée en uniforme de cérémonie, non pas pour intimider, mais par souci d'exactitude. Les réactions ont ondulé instantanément. Chuchotements, regards, une curiosité aiguisée par le malaise. Ma mère m'a vue près de l'entrée. Son expression n'a pas scié de chaleur ou de surprise, seulement de l'irritation, comme si un vieil inconvénient avait réapparu. « Eh bien » a-t-elle dit alors que je m'approchais, la voix fine d'une politesse forcée. « Tu as décidé de venir ?» Ellie se tenait à côté d'elle, radieuse, nerveuse, cherchant sur mon visage quelque chose que je n'offrais pas. « Tu as l'air différente » a-t-elle murmuré. « Toi aussi » ai-je répondu. Mon père rôdait dans les parages, pluvieux, comme rapetissé, ses yeux évitant les miens. Puis ma mère s'est penchée, scrutant mon uniforme avec un rictus dédaigneux, et l'a dit « Que vient faire un simple soldat comme toi ici ?» Pas chuchoté, pas en privé, assez fort, assez cruel, assez familier. Les rires qui ont suivi étaient mal à l'aise, dispersés, réflexes. Le sourire d'Ellie s'est fendu. Mon père s'est figé et, à l'autre bout de la pièce, Daniel Whittaker a pâli.
pas à cause de l'insulte, mais parce qu'il m'a reconnue, pas comme la sœur éloignée d'Élie, mais comme l'officier dont le nom figurait sur le mémo d'évaluation lié à sa carrière. Son verre a glissé de sa main, et la musique a cessé d'être festive. Il m'a dévisagé comme si la gravité avait changé, puis a regardé ma mère, puis moi à nouveau, et j'ai vu la seconde exacte où la réalisation a explosé derrière ses yeux. Ce n'est pas une invitée, c'est le commandement. Il s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. « Taisez-vous » a-t-il crié. La salle a plongé dans le silence. Élie a murmuré « Daniel », mais il ne la regardait pas. Il fixait ma mère, la voix tremblante d'incrédulité et de fureur. « Avez-vous la moindre idée de la personne à qui vous parlez ?» Ma mère a cligné des yeux, sur la défensive, et Daniel Whittaker, le visage blanc, a prononcé les mots qui ont fait s'effondrer toute l'illusion que mes parents avaient construite. C'est le capitaine de corvette Carter. Un temps, mon officier évaluateur. Un autre temps, la femme qui signe mon habilitation de sécurité. On pouvait sentir l'air quitter la pièce. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Le verre de mon père tremblait dans sa main. Élie m'a fixée comme si elle voyait une étrangère. Et pour la première fois de ma vie, mes parents m'ont regardée sans supériorité, seulement avec peur. Parce que la vengeance, j'avais appris, n'arrive pas toujours en criant. Parfois, elle entre en portant des médailles. Je n'ai pas réagi. Cela les a plus déstabilisés que tout ce que Daniel avait dit. Les gens s'attendent à de la colère, du triomphe, ou au moins une lueur de satisfaction. Ils comprennent le bruit. Ils ne comprennent pas l'immobilité. Daniel Whittaker se tenait là, respirant fort, la mâchoire serrée, le choc irradiant encore de lui. Élie a regardé son visage puis le mien, la confusion se muant en quelque chose de plus proche de l'effroi. Ma mère a récupéré la première, car l'humiliation a toujours déclenché ses instincts de survie. « Oh, je vous en prie » a-t-elle raillé, la voix cassante. « Ne soyez pas ridicule. » Daniel n'a pas scié. « Je ne suis pas ridicule, vous faites une scène à votre propre mariage. »« Non » a-t-il dit froidement. « C'est vous. » La salle est restée silencieuse. Les invités étaient figés entre la curiosité et le désir primitif de ne pas être près d'une implosion familiale. Mon père s'est enfin avancé. « Daniel » a-t-il commencé prudemment, les paumes levées, en mode pacificateur, engagé des décennies trop tard. « Calmons-nous tous. » Daniel s'est tourné vers lui, le regard perçant. « Monsieur, avec tout mon respect, ce n'est pas quelque chose qu'on calme. » Ce mot « respect » flottait dans l'air comme une preuve, parce qu'il ne faisait pas preuve de politesse. Il parlait de grade. La voix d'Élie a tremblé. Qu'est-ce qui se passe? Daniel l'a regardé, puis moi. Le conflit déchirait son visage. La reconnaissance professionnelle entrant en collision avec la catastrophe personnelle. « Tu ne me l'as pas dit » a murmuré Élie. « Je n'y étais pas obligée » ai-je répondu calmement. La tête de ma mère s'est tournée brusquement vers moi. « Obligée » a-t-elle répété. Quelle sorte d'arrogance froide. Daniel l'a coupé. Arrêtez. Le mot a claqué comme un coup de feu. Les invités ont tressailli. Élie l'a dévisagée, stupéfaite. Ma mère a semblé sincèrement choquée, peu habituée à être réduite au silence par quelqu'un qu'elle considérait socialement inférieur 5 minutes plus tôt. La voix de Daniel a baissé, mortelle dans sa retenue. « Vous ne lui parlerez pas sur ce ton. » Ma mère a ri nerveusement, scrutant les visages à la recherche d'alliés. C'est absurde. Elle n'est que... Elle n'est pas... Le bouquet d'Élie a légèrement glissé dans sa prise, et j'ai regardé la réalisation commencer son travail lent et impitoyable. Je n'avais pas prévu de mise en scène, mais j'avais prévu la vérité. Et la vérité, une fois déclenchée, avance sur sa propre lancée. « Daniel » ai-je dit calmement. Il s'est redressé instinctivement. Pas dramatiquement, par réflexe. « Oui, madame. » C'était le coup de grâce. Une vague visible d'incrédulité s'est propagée dans la pièce.
La bouche de ma mère s'est entr'ouverte. Les yeux de mon père se sont écarquillés. Élie est resté parfaitement immobile, car, quelle que soit l'histoire qu'il s'était racontée à mon sujet, quel que soit le récit d'échec, de rébellion, d'insignifiance, il venait de voler en éclats dans ce simple échange. Je pense, ai-je continué d'une voix mesurée, que nous devrions aller dans un endroit privé. Daniel a acquiescé immédiatement. Bien sûr. Ma mère a explosé. Non, quoi que ce soit, cela peut être dit ici. La peur déguisée en défi. J'ai tourné mon regard vers elle et, pour la première fois, c'est elle qui a détourné les yeux en premier. Nous nous sommes déplacés vers un petit salon attenant au hall principal. Daniel a doucement fermé la porte derrière nous. Élie est restée près de l'entrée, pâle, tremblante. Mes parents rôdaient maintenant ensemble, une unité formée par la crise plutôt que par l'amour. Daniel a parlé le premier. Je n'avais aucune idée que vous étiez de la même famille. Je sais. Il a dégluti. Si je l'avais su, cela n'aurait rien changé professionnellement. La voix d'Élie s'est brisée. Professionnellement. Daniel a expiré lentement, puis lui a fait face. Élie, ta sœur fait partie de ma chaîne d'évaluation d'habilitation. Silence. De la confusion, puis de l'horreur. Ma mère a murmuré « Habilitation ». Mon père n'a rien dit, mais son expression s'était transformée en ce regard incomparable d'un homme qui recalcule la réalité. « C'est de la folie », a dit faiblement ma mère. « Vous êtes en train de me dire qu'elle a le contrôle sur votre carrière. » La réponse de Daniel fut calme. « Oui. » Élie a reculé d'un demi-pas. La voix de ma mère s'est aiguisée, désespérée. « Eh bien, alors elle doit se récuser immédiatement. » J'ai croisé le regard de Daniel. Il n'avait pas l'air plein d'espoir. Il avait l'air terrifié par les implications éthiques. « Elle l'a déjà fait », a-t-il dit d'une voix rauque. Élie a cligné des yeux. « Quoi ?» Daniel a dégluti. Quand j'ai reconnu le nom sur la liste des invités au début de la semaine, j'ai informé mon commandement. Ma mère l'a dévisagé. Au début de la semaine, Daniel a hoché lentement la tête. Elle a demandé à être officiellement retirée de mon processus d'évaluation. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je n'ai rien dit, parce que la dignité ne s'explique pas. La voix d'Élie était à peine audible. « Tu savais ?»« Oui. »« Et tu n'as rien dit ?»« Non. »« Pourquoi ?» Je l'ai regardé pendant un long moment, parce que c'était la question qui importait vraiment. « Parce que, » ai-je dit doucement, je n'étais pas là pour m'immiscer dans ta vie. Les yeux d'Élie se sont instantanément remplis de larmes, pas de gratitude, de quelque chose de plus lourd, la honte. Ma mère a explosé. « Oh, elle est bien bonne. Tu entres ici, tu laisses tout le monde croire que tu es une sorte de héros décoré et mystérieux, et maintenant tu veux jouer les nobles. » Daniel a rétorqué « Madame ». J'ai légèrement levé la main. Il s'est tu. Ma mère m'a foudroyé du regard. « Tu penses que ça te rend supérieure ?»« Non. »« Alors, où veux-tu en venir ? Exactement ?» J'ai glissé la main dans la veste de mon uniforme. Mon père s'est raidi. De vieux schémas de peur, de vieilles attentes. Mais j'ai seulement sorti une fine enveloppe et je l'ai posée doucement sur la table. Le visage de Daniel s'est crispé, car il comprenait la paperasse, il comprenait les conséquences. Élie fixait l'enveloppe comme si elle était radioactive. Ma mère a croisé les bras. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'historique de mon prêt étudiant, » ai-je dit. La tête de mon père a sursauté. Ma mère a ricané. « C'est de l'histoire ancienne. »« Non, » ai-je répondu calmement. « C'est actif. » Élie a murmuré. « Pourquoi nous montres-tu ça ?»« Parce que, » ai-je dit calmement, « cette dette existe pour une raison. » Ma mère a levé les yeux au ciel. « Tu as abandonné la fac. »« Oui. »« Et tu as rejoint l'armée ?»« Oui. » Alors, à qui la faute ? J'ai fait glisser un deuxième document de l'enveloppe. Mon père s'est penché en avant et a blêmi.
Il a reconnu sa propre signature, datant de 9 ans plus tôt, sur un formulaire d'ajustement de la responsabilité financière des parents, déposé après mon retrait, attestant que les fonds avaient été redirigés vers Ellie à mon insu. Non, a soufflé mon père. Ma mère s'est raidie. Ellie regardait, sans comprendre. J'ai parlé avec une douceur clinique. Vous avez dit à l'université que vous me souteniez toujours financièrement. Mon père a secoué violemment la tête. Ce n'est pas... Vous avez détourné l'éligibilité aux aides? C'est impossible. C'est documenté. La voix de ma mère s'est brisée. Pourquoi aurions-nous fait ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oh, vous ne vouliez pas payer 2 universités. Ellie a eu un petit hoquet de surprise. Mon père s'est effondré sur une chaise. L'assurance de ma mère a fini par s'écrouler. Daniel a murmuré, abasourdi. Oh, mon Dieu! Parce que la vengeance, la vraie vengeance, ce ne sont pas des cris. C'est une question de timing. Et la présentation silencieuse d'une vérité que personne ne peut contourner par des mots. Personne n'a parlé. Pas tout de suite. Le choc a un poids. Il écrase les gens vers le bas avant de les laisser réagir. Ellie a été la première à craquer. « Ce n'est pas vrai », a-t-elle murmuré. Mais sa voix manquait de conviction. C'était comme de l'espoir essayant de fuir devant l'épreuve. Mon père regardait toujours le document, comme s'il pouvait se réorganiser pour devenir quelque chose de pardonnable. Le visage de ma mère s'était crispé, calculateur, acculé. Daniel nous a regardés les uns après les autres, sa respiration irrégulière, les implications lui apparaissant l'une après l'autre. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas dramatisé, car la vérité n'a pas besoin de mise en scène. Le recalcul de l'aide, ai-je dit calmement, a réduit mon éligibilité après mon retrait. Les yeux d'Ellie se sont posés sur moi, puis se sont détournés. Mon père s'est frotté le front, un geste de mon enfance, sa réponse universelle à tout ce qui était gênant et réel. « Il doit y avoir une erreur », a-t-il marmonné. « Il n'y en a pas eu. » Ma mère a rétorqué. « Pourquoi ramener ça sur le tapis maintenant ?» Daniel s'est tourné brusquement vers elle. « Parce que c'est important. » Elle a eu un léger mouvement de recul, stupéfaite qu'il l'ait contredite. « C'était il y a des années. » Le ton de Daniel s'est durci. « Vous avez tiré un avantage financier en mentant sur votre soutien. » Les yeux de ma mère se sont écarquillés. « Pardon ?» Ellie a dévisagé Daniel, confuse. « Qu'est-ce que tu dis ?» Daniel a hésité, puis a répondu avec une honnêteté brutale. « Je dis que cela pourrait être qualifié de fraude. » Le silence a de nouveau explosé. La tête de mon père s'est relevée brusquement. « Fraude » a-t-il répété faiblement. La voix de ma mère s'est élevée, stridente. « Oh, ne soyez pas dramatique. » Daniel n'a pas scié. « Je travaille dans la conformité de sécurité, » a-t-il dit calmement. Une telle documentation n'est pas anodine. Ellie avait l'air de sur le point de s'évanouir. Ma mère s'est retournée contre moi, furieuse maintenant. « Tu essaies de gâcher ce mariage ?» « Non, » ai-je répondu doucement. « J'explique mon absence. » C'est tombé plus lourdement qu'une accusation, parce que cela recadrait tout. Ce n'était pas de la vengeance. Du contexte, pas une attaque. De l'histoire. La voix d'Ellie a tremblé. « Tu es partie à cause de ça ?»« Je suis partie parce que j'ai compris ma position. » « Quelle position ?» J'ai croisé son regard. Celle dont on pouvait se passer. Le souffle d'Ellie s'est coupé. Daniel a fermé les yeux un instant. Mon père avait l'air de voir quelque chose se briser en lui, trop tard pour réparer quoi que ce soit. Ma mère a frappé la table de la main. « C'est incroyable. Tu disparais pendant 9 ans, tu te pointes en uniforme comme pour faire une déclaration, et maintenant, tu réécris le passé. » Je ne réécris rien. Tu as abandonné tes études. Oui. Tu l'as choisi. Oui. Alors arrête de nous blâmer. J'ai soutenu son regard fermement. Je ne vous blâme pas. Elle s'est figée, car mon ton ne transportait aucune colère, seulement de la certitude. Je vous tiens pour responsable. La colonne vertébrale de Daniel s'est à nouveau redressée inconsciemment.
Élie m'a fixé, les larmes aux yeux. Mon père a murmuré, brisé. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai failli sourire. Ni gentiment, ni cruellement, juste avec fatigue. Auriez-vous écouté? Son silence fut une réponse. L'assurance de ma mère s'est complètement fracturée. Oh, alors maintenant, c'est toi la victime. Non. Alors quoi? Je suis la conséquence. La tête de Daniel s'est tournée brusquement vers moi. Élie a pris une grande inspiration. Mon père a fermé les yeux, car au fond de lui, il savait que cette phrase était vraie. J'ai fait glisser l'enveloppe plus près de Daniel. Il n'y a pas touché. Vous n'êtes pas impliqué, ai-je dit. Ses yeux se sont levés rapidement. Madame, vous n'étiez pas au courant? Le soulagement et l'horreur se sont entrechoqués sur son visage. Élie a murmuré. Daniel, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dégluti difficilement. Ça veut dire que, légalement, c'est grave. Ma mère a ricané faiblement. Personne ne va poursuivre une histoire ancienne. Daniel n'a pas répondu. Ce qui était pire. Élie s'est tournée vers mes parents, la voix tremblante. Est-ce que vous avez fait ça? Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Je n'avais pas compris le formulaire, a-t-il dit d'une voix rauque. Ma mère a répliqué. Oh, pour l'amour du ciel! Élie a crié. Maman! Le mot a jailli d'elle comme quelque chose de primitif, de brut, de non préparé. Je te pose une question directe. Les yeux de ma mère ont lancé un éclair, puis ont vacillé, puis se sont durcis. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Élie a reculé comme si elle avait été frappée. Et voilà, pas d'excuses, pas de déni, juste une justification. Daniel a murmuré, abasourdi. Au détriment de votre fille. La réponse de ma mère fut glaciale. Elle est partie. J'ai répondu doucement. Je suis partie après que vous ayez fermé toutes les autres portes. Élie sanglotait ouvertement maintenant. Mon père paraissait avoir vieilli de plusieurs décennies. Daniel a passé une main dans ses cheveux, secoué. Ça change tout, a-t-il marmonné. Ma mère a rétorqué. Ça ne change rien. Daniel s'est tourné lentement vers elle. Le respect avait disparu. Seule la clarté demeurait. Ça change la façon dont je vois cette famille. Cela a frappé comme un coup physique, parce que la perception sociale était la véritable religion de ma mère. Des invités ont frappé doucement à la porte du salon, inquiets, curieux, inconscients de l'effondrement tectonique qui se produisait derrière. Élie a essuyé ses larmes désespérément. « On ne peut pas faire ça maintenant », a-t-elle murmuré. Daniel la fixait, tiraillé, dévasté. Élie m'a regardée, non pas avec colère, mais avec quelque chose de bien pire, la reconnaissance. « Tu n'es pas venu pour détruire ça », a-t-elle dit faiblement. « Non. »« Tu es venu pour dire la vérité ?» ?»« Oui. » Les épaules d'Élie se sont affaissées. Daniel a murmuré. « Élie. » Elle a secoué lentement la tête. « J'ai besoin d'air. » Et elle est sortie. Son voile tremblait. Son monde était brisé. Daniel restait figé. Mes parents étaient assis dans un silence stupéfait. J'ai rassemblé les documents calmement, sans me presser, sans m'attarder, car la vengeance avait déjà fait son œuvre. À la porte, la voix de Daniel m'a arrêtée. « Madame !» Je me suis retournée. Son visage était pâle, ses yeux lourds du poids d'un homme dont le jour du mariage venait de se transformer en jour de jugement. « Je suis désolée, » a-t-il dit doucement. « De quoi ? » ?»« De ne pas avoir su. » »« Ce n'était pas votre responsabilité. » Il a hoché la tête une fois, puis a ajouté avec une sincérité calme et dévastatrice. « Vous ne méritiez rien de tout ça. » Je l'ai étudié pendant un long moment, puis j'ai répondu « Non, mais j'y ai survécu. » Et je suis retournée dans la salle de réception silencieuse, pleine de chuchotements, où mes parents se tenaient maintenant exposés sous des lustres en cristal qui semblaient soudainement beaucoup moins chaleureux. La musique ne s'en est jamais vraiment remise.
Elle a techniquement repris, mais l'atmosphère de la pièce avait changé d'une manière que les quatuors à cordes ne peuvent pas réparer. Les conversations restaient feutrées, les sourires semblaient répétés. Les gens jetaient des regards à mes parents de la façon dont les gens le font quand le scandale entre dans une pièce, poliment, de biais, prudemment, avec fascination. Ma mère se tenait près du bar, rigide, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mon père rôdait à côté d'elle, perdu, s'agrippant à un verre auquel il n'avait pas goûté. Ellie était partie. Daniel se tenait seul près du bord de la piste de danse, la veste déboutonnée, l'expression creusée par la réalité qui lui tombait dessus d'un coup. Je suis restée exactement ce que j'étais depuis mon arrivée. Calme. Parce que la vengeance, quand elle est bien exécutée, ne nécessite pas de posture de victoire, seulement de la patience. Ellie m'a trouvée à l'extérieur. L'air d'hiver était vif, honnête, indifférent. Elle s'est serrée dans ses bras contre le froid, le voile retiré, le maquillage étalé d'une manière que les magazines de mariage ne montrent jamais. Pendant un long moment, elle n'a pas parlé. Puis, « Pourquoi ne m'as-tu pas détestée ?» La question m'a prise au dépourvu. « Je t'ai détestée », ai-je répondu avec honnêteté. Elle a hoché lentement la tête, absorbant cela sans broncher. « Mais pas pour toujours », ai-je ajouté. Les yeux d'Ellie se sont de nouveau remplis. « Je ne savais pas », a-t-elle murmuré. « Je sais. Ils m'ont dit que tu avais juste abandonné. »« Je sais. » Sa voix s'est brisée. Je les ai crus. « Je sais. » Ellie a laissé échapper un rire brisé. « Tu fais toujours ça. »« Faire quoi ?» Répondre comme si tu n'essayais de blesser personne. « Je n'essaie pas. » Elle m'a regardée, m'a vraiment regardée. Et pour la première fois depuis que nous étions enfants, il n'y avait plus de compétition dans ses yeux, seulement du chagrin. « J'ai passé des années à penser que tu nous avais abandonnés, » a-t-elle dit doucement. « J'ai passé des années à comprendre pourquoi je devais partir. » Les épaules d'Ellie ont tremblé. « Ce n'est pas la même chose. »« Non, » ai-je convenu doucement. « Ça ne l'est pas. » Derrière nous, à travers de hautes baies vitrées, les invités dérivaient comme des fantômes mal à l'aise au sein d'une célébration qui ne savait plus ce qu'elle célébrait. Ellie s'est essuyé le visage. « Daniel veut repousser le mariage ?» C'est raisonnable. Elle a hoché la tête. « Je ne sais même plus qui je suis en ce moment. » Je l'ai étudié pendant un long moment, puis j'ai répondu avec une douceur que ma mère ne nous a jamais offerte, ni à l'une ni à l'autre. « Tu es quelqu'un qui a été aimé injustement. » Ellie a tressailli face à la précision de ces mots. « Et quelqu'un qui a le droit de décider quoi faire de cette vérité. » Ai-je continué. Elle fixait le parking sombre. « Es-tu venue ici pour les punir ?» Non. Ellie s'est tournée brusquement. « Alors pourquoi maintenant ?» Parce que les mensonges ne restent pas enterrés pour toujours. Elle a dégluti avec difficulté. Et parce que Daniel méritait de la transparence avant de construire une vie dans quelque chose de déformé. Ellie a hoché lentement la tête, douloureux, mais indéniable. À l'intérieur, Daniel s'est approché de mes parents. Je pouvais le voir à travers la vitre. Sa posture était respectueuse, mais distante maintenant, formelle d'une manière qui n'avait rien à voir avec le grade et tout à voir avec la désillusion. Ma mère a fait un geste brusque et défensif. Daniel n'a pas réagi. Mon père s'est affaissé visiblement. Les conséquences, comme je l'avais appris, arrivent d'abord sous forme de gravité sociale, puis de réalité légale. Des semaines plus tard, l'enquête a commencé. Pas parce que je l'avais initiée, mais parce que la documentation exige un suivi. Les universités font des audits, les dossiers refont surface. Les traces écrites parlent. Mes parents ont engagé un avocat. Ma mère a présenté cela comme de la persécution. Mon père a vieilli de 10 ans en 2 mois. Ellie a emménagé dans l'appartement de Daniel en toute discrétion. Mariage repoussé indéfiniment, relation tendue mais intacte, de cette façon fragile et honnête, qui suit parfois un choc partagé. J'ai retrouvé mon père seul, un après-midi, dans un restaurant au bord de l'autoroute.
Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs. Pas physiquement, moralement. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-il dit. Je vous crois. Ses yeux se sont levés, surpris. Mais vous l'avez fait, ai-je terminé. Il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je pensais que ta mère s'occupait de ces choses-là. Je sais. J'aurais dû vérifier. Oui. J'aurais dû demander. Oui. J'aurais dû me battre pour toi. Un long silence s'en est suivi. Oui. Il a pleuré ouvertement. Un homme de 60 ans, défait par une clarté arrivant avec des décennies de retard. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il murmuré. C'est bien. Il a grimacé. Je me suis légèrement penchée en avant. Mais je ne suis pas intéressée non plus par l'idée de porter ça pour toujours. L'espoir a faiblement vacillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la responsabilité n'est pas la même chose que la haine. La résolution légale s'est faite en douceur. Accord de restitution, pénalité financière, pas de drame carcéral. Ce n'était pas la télévision. Juste des conséquences mesurées en dollars, en dossiers, en réputation, en dignité. Ma mère ne s'est jamais excusée. Mon père l'a fait, à plusieurs reprises, brisé. Élie l'a fait une fois, doucement. Je suis désolée d'avoir profité de quelque chose que je ne comprenais pas. C'est important, lui ai-je dit. La vengeance, ai-je découvert, laisse un arrière-goût étrange. De la satisfaction, oui, mais aussi de l'immobilité. Parce qu'une fois que la vérité éclate, il n'y a plus rien à anticiper. Seulement de l'espace, seulement un silence d'un genre différent. La dernière fois que j'ai vu mes parents ensemble, c'était à la petite cérémonie civile d'Élie, 2 ans plus tard. Pas de lustre, pas de spectacle, juste de l'honnêteté. Mon père m'a serré dans ses bras comme un homme reconnaissant d'une miséricorde qu'il ne méritait pas. Ma mère m'a fait un signe de tête raide, diminuée, changée non pas par les remords, mais par la réalité. Parfois, c'est ce qui se rapproche le plus de la justice que la vie a à offrir. Les gens me demandent si je regrette d'y être retournée, si la vengeance a guéri quoi que ce soit, si la vérité valait les dégâts. La réponse est simple. Je ne suis pas revenue pour me venger. Je suis revenue pour l'équilibre. Pour que la vérité se tienne là où les mensonges se tenaient autrefois sans être contestés. Pour que la dignité reprenne la place qui lui revient à table. Élie et moi nous parlons maintenant, avec prudence, non pas comme des rivales, non pas comme des étrangères, mais comme 2 femmes façonnées différemment par le même foyer dysfonctionnel. Il y a de l'affection, il y a de la distance, il y a quelque chose qui ressemble à de la paix. Mon père écrit des lettres, de vraies lettres, à l'encre sur du papier, des nouvelles sur des choses ordinaires, la météo, le jardinage. Des regrets tissés doucement entre les lignes comme une langue qu'il apprend encore. Je les lis. Je ne réponds pas toujours, mais je les lis. Quant à ma mère, certaines personnes n'abandonnent jamais leur version de l'histoire. Et étrangement, cela ne me trouble plus. Parce que la vengeance ne consiste pas à faire culpabiliser quelqu'un. Elle consiste à rendre la vérité impossible à ignorer. Je me suis construit une vie qui ne dépendait pas de leur approbation. Daniel a construit une carrière qui a survécu à son intégrité. Élie a construit une vie d'adulte fondée sur la réalité plutôt que sur l'indulgence. Mon père a finalement trouvé le courage d'admettre ce que le silence avait coûté. Ma mère a construit ce avec quoi elle peut vivre. Et moi? J'ai gardé la leçon dont ils ont essayé de faire une arme. L'indépendance, mais j'en ai réécrit le sens. Pas l'abandon, pas l'exil, mais le respect de soi, sans avoir besoin d'autorisation. Si cette histoire est restée ancrée en vous, gardez ce sentiment pendant un moment. Pensez à l'équité, aux dégâts silencieux du favoritisme, au coût du silence et au pouvoir de le briser au bon moment. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci ont de l'importance, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez entendre d'autres parcours faits de dignité, de conséquences et d'une paix durement gagnée, restez avec nous.
Dios está aquí. Arrepiéntete de tus pecados. Fuck, ya va a empezar a... Ay, que no me mate. Me voy a esconder. ¿Dónde? No sé. Güey, ¿dónde se prende el foco aquí? Ha de ver... Es un niño. Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga. No mames, ahí viene, loco, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ay, qué bueno que no vi. Y eso hasta tartamudeé. Abrió toda la puerta, güey. Pues es un niño. Eso déjame te digo que es un niño. Es un infante. Ajá. Tampoco he visto que deje evidencia ultravioleta. Hola, niño. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ven. ¿Me escuchas? Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, a ver qué hay. Vamos a ver cómo estamos. ¿Y el Anthony dónde está? 29. Güey, pues ya tenemos las 3. ¡Ey! No me lo mataron, ¿no? Anthony. Oye, ya tenemos las 3 cosas. ¿Cómo que las tres? ¿Qué otra cosa Fuck. digo? Oh, verga, no fue un buen lugar aquí. Ajá, ¿qué más dio? Pues ya tenemos las 3 que nos piden. Nada más falta saber qué es. Ah. ¿El medidor MF5 no dio? Fuck. Conmigo, loco. No mames, loco. ¡Oh! Ay, güey, no mames. Me dio la chiripiorca. Me dio la chiripiorca, loco. ¿Qué pedo? Uy, Ay, no sé. está potente, ¿eh? A ver. Está ahí, a ver. Ok. A ver, Revenant. Ay, qué tonta.